Et sans plus attendre, direction Tel Aviv où l'on retrouve Eli Barnavi, une voix que l'on entend beaucoup depuis le début de ces événements samedi. Bonsoir, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Eli Barnavi, vous êtes historien, vous avez été ambassadeur d'Israël en France. D'abord, peut-être pour commencer, quelle est la situation ce soir à Tel Aviv et au-delà dans le pays? Que pouvez-vous nous en dire? C'est assez étrange. Tel Aviv, qui est une ville, comme vous le savez, une ville extrêmement vivante, dynamique, c'est une ville morte. En fait, il n'y a personne dans les rues, les cafés sont fermés. C'est très étrange, on dirait un jour de Covid, si vous voulez. Et ailleurs, ben, c'est l'angoisse, on attend, c'est la guerre. Le pays est en guerre et ça se sent. Ça se sent dans la rue, ça se sent dans le comportement des gens. Et ça se sent sur le terrain, puisque les violences ne cessent pas, et pas seulement à Gaza, mais ici aussi, des roquettes. Et il y a encore des terroristes qui se promènent sur le terrain et qu'on n'arrive pas à éradiquer complètement ces gens-là. Eli Barnavi, qu'avez-vous ressenti samedi matin en voyant l'ampleur des attaques du Hamas sur le sol israélien? Comme tout le monde, de la stupeur, de la colère, de l'étonnement, une espèce de sentiment que quelque chose n'allait pas, que nous revivions des événements anciens, un peu comme le jour du déclenchement de la campagne de Kippour, si vous voulez, de la guerre de Kippour, il y a 50 ans. Incompréhensible. L'effondrement de toutes les certitudes sur lesquelles nous vivions. Et puis ensuite, l'épouvante devant les scènes de carnage, devant l'ampleur du massacre, c'est encore quelque chose que nous n'avons jamais connu. Et il faut là revenir non pas à 50 ans en arrière, mais à 75 ans en arrière, puisque nous retrouvons un peu, c'est un peu la guerre d'indépendance que nous vivons pour la première fois depuis l'indépendance. Les combats ont eu lieu sur le territoire souverain d'Israël. Quelles certitudes se sont effondrées? Eh bien, que nous avons appris quelque chose des crises passées, que nous avions des renseignements infaillibles, que nos frontières étaient protégées, que l'armée était là pour protéger la population, qu'elle savait faire, et que nous n'allions pas des cibles comme des cadavres devant une bande de terroristes. C'est tout ça c'est toute cette espèce de confiance dans une certaine capacité de l'armée à défendre la population. Et ça, c'est un sentiment extraordinairement pénible. Eli Barnavi, qui est responsable de cette situation? Eh bien, la responsabilité, c'est une coproduction. Il y a évidemment le Hamas. Le Hamas est une organisation terroriste, meurtrière, dont le but affiché est la destruction de l'État d'Israël et qui vit de cela, qui vit de la violence. Et il y a la responsabilité d'Israël, des gouvernements successifs d'Israël qui ont laissé faire, qui ont collaboré à la montée en force du Hamas, avec la responsabilité aggravée du dernier gouvernement de Netanyahou, qui a porté cette coopération cachée à un point de incandescence. C'est-à-dire là, tout le monde est coupable, si vous voulez, et si, comme il faut toujours balayer d'abord devant sa porte, il n'y a pas de doute que le Premier ministre a rendu cette opération possible, lui a offert au Hamas des verges pour nous battre. Et en fait, le premier responsable de ce qui nous arrive, c'est lui et sa coalition de... Il doit démissionner, selon vous, Benjamin Netanyahou? Ça fait longtemps qu'il a dû démissionner, mais ça ne veut pas dire qu'il le fera. Je crois vraiment que nous vivons le dernier segment de son pouvoir. Il ne survivra pas longtemps à ce fiasco. N'oubliez pas que Netanyahou, c'est monsieur sécurité, c'est l'homme qui sait faire, qui est le meilleur garant de la sécurité de ce pays. C'est comme ça qu'il s'est présenté. C'est comme ça que ses partisans l'ont porté en triomphe depuis 16 ans qu'il est au pouvoir.
Et là, l'empereur est nu. Il est évident que tout ce mythe s'est effondré. C'est sous son règne qu'a lieu la plus grosse catastrophe stratégique et tactique, au moins depuis la guerre du Kippour. Benjamin Netanyahou qui vient de déclarer « Nous allons changer le Moyen-Orient ». Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous qui avez déclaré dans une tribune au journal français Le Monde, cette mini-guerre du Kippour est comme l'autre susceptible de bouleverser les équilibres régionaux. Benjamin Netanyahou dit « Nous allons changer le Moyen-Orient ». Oui, enfin, je ne sais pas ce qu'il entend par là. Nous verrons ce qui sera de cette guerre, de cette campagne. Alors on a des petites coupures, Elie Barnavi, on a une petite coupure, mais j'aimerais juste vous entendre sur le fait, est-ce que selon vous il y a un risque d'embrasement régional? On voit qu'aujourd'hui par exemple il y a eu un responsable du Hezbollah qui aurait été tué, il y aurait eu des infiltrés, le djihad islamique revendique une infiltration de ces hommes à la frontière nord d'Israël avec le Liban. Vous redoutez un embrasement régional? Oui, voilà. C'est la question centrale, si vous voulez, parce que c'est l'un des buts du Hamas, c'est effectivement de procéder à ce qu'ils appellent l'unification des fronts, c'est-à-dire d'entrer dans son sillage le Hezbollah dans le nord, les factions palestiniennes à l'est, en Cisjordanie, et créer une espèce de situation de guerre sur plusieurs fronts. Israël devrait s'affronter. Et donc la question est là. Est-ce que Hezbollah dans la campagne, est-ce que nous arriverons à maintenir le calme en Cisjordanie? Tout dépend de la manière dont la campagne à Gaza va se dérouler. Si cette campagne est relativement rapide et si on arrive à Hamas hors du coup, évidemment, ça va être beaucoup plus difficile pour le Hezbollah d'intervenir. Sinon, il interviendra. Et là, ce sera une guerre d'une toute autre ampleur. Ce sera déjà une guerre régionale avec une issue imprévisible. Merci. Merci Elie Barnavi, merci beaucoup d'avoir répondu à nos directs ce soir en direct de Tel Aviv dans 64 minutes sur TV5 Monde. Cette édition spéciale continue. Ala Abou Assira nous a rejoint. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes l'ambassadrice de Palestine en France. D'abord pour commencer, je demande à Elie Barnavi s'il avait des nouvelles de Tel Aviv. Je vous demande si vous avez des nouvelles, vous, en provenance de la bande de Gaza ce soir, en sachant qu'Israël a annoncé le siège de Gaza. Je crois que le monde entier est en train de regarder les nouvelles qui viennent de Gaza et elles sont catastrophiques et tragiques. Israël a lancé son opération de vengeance, de punition collective de 2 millions d'habitants, de 2 millions de civils qui vivent dans la bande de Gaza. Les hôpitaux sont bombardés en ce moment-là, à l'instant là. Les départements qui abritent les nouveau-nés dans l'hôpital central de Gaza viennent d'être bombardés. Comment vous avez cette information? Ce sont des appels que vous En recevez? venant, j'ai ma famille là-bas, voilà, les infos sont en train de sortir de Gaza. Des familles entières sont anéanties. Ils ont disparu de registre civil. Le bilan de 160 morts, vous le confirmez? Je crois qu'il dépasse. Je n'ai pas le compte exact parce que le compte est en train de monter rapidement. Israël a intensifié depuis cet après-midi et maintenant le commencement de soir ce que craignent toujours les habitants de Gaza parce qu'ils ont l'habitude. Ce n'est pas la première agression contre la bande de Gaza, c'est la énième agression contre la bande de Gaza. À chaque fois qu'Israël a une crise, elle lance son attaque contre la bande de Gaza. Là, ce n'est pas une crise, Madame l'ambassadrice, ce sont des commandos lourdement armés. Vous avez vu les images qu'on fait le tour du monde. Mais ce n'est pas une excuse pour Israël qu'Israël lance cette opération ou cette agression contre la bande de Gaza. Et surtout, j'insiste sur les représailles contre les civils qui sont interdits par le droit international, par la Convention de Genève. J'insiste sur la punition collective qui est en train de prendre cours, qui est interdite par aussi la 4e Convention de Genève. Israël a fermé, a bouclé la bande de Gaza. On a entendu aujourd'hui tous le ministre de la Défense israélien a annoncé le bouclage total de la bande de Gaza.
de priver la bande de Gaza de toute nécessité principale, l'électricité, l'eau, la nourriture, Et le gaz. et appeler les Gazaouis des animaux. C'est ce qu'on n'a pas vu. C'est le ministre beaucoup israélien de la Défense qui a effectivement utilisé ce mot. Vous avez cité la 4e Convention de Genève, donc ma question, vous y attendez sans doute, est-ce que vous condamnez l'attaque contre des civils israéliens? Vous avez cité vous-même la 4e Convention de Genève qui interdit de s'en prendre à des civils. Vous avez vu ces images? Par l'état d'occupation, par la puissance occupante contre la population. Est-ce que vous n'avez pas posé cette question tout à l'heure à Ali Barnavi, si elle critiquait ou elle condamnait la mort de presque 600 Palestiniens depuis 2 jours. Vous n'avez pas posé cette question. Ali Barnavi l'a souvent dit sur notre antenne. Elle ne l'a pas dit ce soir et vous n'avez pas posé cette question au porte-parole de l'armée israélienne qui est en train de tuer des civils et d'enfants, des femmes, des familles entières palestiniennes. Aujourd'hui, la question est comment on peut éviter la mort des innocents, des civils de tous côtés. Comment on peut sortir de ça? Quelle dynamique politique? Comment transformer cette situation en une opportunité pour enfin en fait, il faut adresser la source de problème. Sauf que la question palestinienne n'a jamais paru aussi isolée après ces actions du Hamas. La France, les États-Unis, l'Union européenne suspendent son aide. Est-ce que le Hamas ne vient pas de faire du tort à la question palestinienne? Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est vraiment de faire tomber les masques des démocraties européennes qui chantaient les valeurs de liberté et d'égalité et de droit. Je suis dans le pays de droit. Moi, je crois aujourd'hui, les réactions, toute condamnation européenne et tout attachement à l'État d'Israël, de son droit à l'autodéfense, l'État occupant contre le peuple occupé est un appel à la massacre. Est un feu vert à Israël de massacrer le peuple palestinien et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et que reprochez-vous à Emmanuel Macron? C'est de dénoncer à juste titre les exactions du Hamas, mais de se taire sur celles commises contre les Palestiniens? C'est ce que vous nous dites ce soir? C'est ce que je dis, c'est qu'on était extrêmement choqués par la déclaration de la France et on est déçus que la déclaration de la France déjà a fait la différence entre les peuples, a fait la différence entre les humains, a fait la différence entre les morts. Quand le Palestinien est mort, ça n'a pas la même valeur, c'est ce qu'on déduit. C'est ce qu'on déduit des déclarations européennes, y compris de la France. On choisit les morts, on choisit le combat, on choisit de soutenir un peuple contre l'occupant, je parle de l'Ukraine, et on ne le fait pas pour le peuple palestinien. Tellement la cause palestinienne a été mise de côté, les droits du peuple palestinien, malgré les violations quotidiennes, et non seulement depuis 2 jours, ou 3 jours, ou 1 mois, ou 1 an, depuis 75 ans. Mais il n'y a plus la voix qu'avait Yasser Arafat pour que cette voix palestinienne soit audible. Est-ce qu'aujourd'hui l'autorité palestinienne... La voix du peuple palestinien est portée par sa direction légitime, par sa direction de l'OLP, par le président Abbas. Pourquoi On n'a pas vu beaucoup ces dernières années plaider dans les chancelleries la question palestinienne. Il faut suivre la Palestine de près. Le peuple palestinien a sa direction légitime, élu. Ces élections ont été félicitées par le monde entier. Aujourd'hui, c'est la communauté internationale que nous considérons comme donner le feu vert à Israël de continuer. C'est par l'absence de la mise en responsabilité d'Israël. C'est par l'absence de la mise en place et l'application du droit international. Aujourd'hui, le problème se trouve aux Nations Unies, se trouve au Conseil de sécurité, se trouve dans ce système multilatéral qui a échoué à rendre justice au peuple palestinien et rendre Israël responsable de ces crimes de guerre, ces crimes contre l'humanité. Et les crimes sont en train d'augmenter. Et en renforçant... Pardonnez-moi, comment interprétez-vous cette offensive, tout le monde le dit, inédite sur le sol israélien? Pourquoi maintenant? Quelle est votre interprétation? Ça fait quelques jours que nous disons qu'il faut toujours voir ce qui se passe, la situation actuelle dans son contexte politique et historique. Il faut revenir à 65 ans en arrière, il faut revenir à la Nakba palestinienne, il faut revenir à l'occupation militaire israélienne qui dure depuis 56 ans cette année, il faut revenir
aux politiques et pratiques israéliennes sur le terrain, non seulement dans la bande de Gaza, mais en Cisjordanie, à Jérusalem-Est. Mais quelle est la goutte d'eau? Est-ce que c'est l'arrivée d'un gouvernement de droite et d'extrême droite? Est-ce que c'est parce que tout ce que vous avez cité tout à l'heure existe? Pourquoi maintenant? Pourquoi le Hamas s'en prend aujourd'hui de l'autre côté de la frontière de manière spectaculaire à des civils? C'est les politiques des gouvernements israéliens consécutifs et surtout le dernier gouvernement que j'appelle un gouvernement de fascistes. Leurs déclarations eux-mêmes se disent fascistes. Eux-mêmes, depuis Paris, Smotrach a nié complètement l'existence du peuple palestinien. Netanyahou a refusé totalement la solution à deux États et la création d'un État palestinien. Du coup, il a complètement rasé de la table les accords d'Oslo, tout le processus de paix et la solution à deux États, sur lequel il y a un consensus international. Mais depuis 30 on a ans vu et depuis la violence des colons, sans précédent. Oui, mais justement, pourquoi on n'entend pas la voix du Fatah, historique justement? Elle est là, la voix de Fatah, le président. Aujourd'hui, tout le peuple palestinien et sa direction sont unis derrière notre cause nationale, notre cause de libération. Donc l'autorité palestinienne est d'accord avec les actions du Hamas? On est unis dans un seul camp aujourd'hui contre l'occupant israélien, contre l'État d'Israël occupant, contre l'apartheid israélien, contre la colonisation israélienne. Et nous allons continuer à nous battre. Je vous pose la question vraiment parce qu'elle est importante. Yasser Arafat, qui a signé les accords d'Oslo, avait refusé à la lutte armée. Je vous pose la question, est-ce que pour vous, la fin justifie les moyens? Et est-ce que vous êtes, vous, y compris à l'autorité palestinienne, puisque vous les citez, que vous représentez l'autorité palestinienne en France, est-ce que vous dites aujourd'hui que la fin justifie les moyens et que ça nous dirait ce soir que les Palestiniens remettent la lutte armée sur le devant de la scène? Non, je vais citer le droit international, cher monsieur. Le droit international qui accorde à toute population, à tout peuple sous occupation, le droit de la résistance avec tous les moyens. Ça, c'est le droit international. Et ce droit, pas la 4e Convention de Genève sur les civils. Là, je parle de droit international, Qui comprend la 4e Convention de Genève. Et ce droit qui est donné aux Ukrainiens, qui ont le droit à militairement résister à l'occupation russe. Ils sont même fournis des armes par l'Europe. Tout peuple sous occupation a le même droit. Nous avons le droit à la résistance avec les moyens que nous voyons, les moyens qui sont accordés au droit international. Et en parallèle, l'État de Palestine continue, c'est très bien de le souligner. Nous continuons la voie juridique, nous continuons à solliciter les instances juridiques les plus hautes du système international. Les négociations, c'est possible encore avec Israël. La CPI, la Cour de justice internationale, pour qu'eux, ils rendent Israël responsable de leurs crimes. Est-ce qu'il faut négocier aujourd'hui avec Israël? Est-ce que les Palestiniens doivent continuer à négocier? Sur quoi? Les otages, par exemple, aujourd'hui, de part et d'autre, il y a des prisonniers palestiniens, le Hamas a des otages, est-ce qu'il faut discuter? Aujourd'hui, il faut un règlement définitif à la question palestinienne. Et la Russie, vous y croyez? La Russie dit aujourd'hui que la seule solution, c'est deux États. Est-ce que la Russie, qui peut jouer aujourd'hui? Qui peut peser aujourd'hui dans cette région du monde? Le président Abbas l'a rappelé à plusieurs reprises dans ses différents discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Le président Abbas a exposé, c'est très important de retenir ça, il a exposé tout le parcours qu'on a entamé, la grande concession que le peuple palestinien a fait en acceptant la solution à deux États, qui était un consensus international et un choix international. Mais pour faire la paix, on a accepté d'établir notre État sur 22% de l'État de Palestine, de la Palestine et Jérusalem-Est occupée, de la Palestine historique. Mais aussi, on a mis en garde contre l'échec de cette solution à deux États, qui a été complètement anéantie par les pratiques israéliennes sur le terrain. Et le président Abbas a mis en garde contre un potentiel scénario qui serait de demander l'égalité dans un seul État. Toute option est ouverte, mais nous restons attachés à la solution à deux États parce que c'est la seule solution qui permettrait au peuple palestinien d'exercer son droit à l'autodétermination dans son État indépendant et souverain avec Jérusalem-Est comme capitale. Merci beaucoup Hala Abou Assira, ambassadrice de Palestine en France. Merci d'avoir répondu à nos questions.